c'est le melting pot. Pot. On discute, on calemboure et de la compote. Pot. Simon et Tanguy papotent et se chipotent avec des potes. Pot. C'est le melting pot. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutent. C'est Tanguy Joubert et bienvenue dans un nouvel épisode de Melting Pot. Vous avez adoré le précédent sur le cinéma. On espère en tout cas. Non, ils l'ont adoré. Et du coup, on en a fait un deuxième avec pour thème l'écologie. Le cinéma, non, pardon. Simon, tu niques mes intros là, je sais plus quoi faire après. Moi. Simon, comment tu vas ? Très bien, et bien content de tenter un petit nouveau thème, écologie. Ce sera peut-être un peu plus un sujet à débat. Que le cinéma. Oui. En premier invité, on l'a déjà interviewé dans Découvre un pote. On a déjà interviewé sa sœur dans Découvre un pote. On va bientôt avoir ses parents dans Découvre un pote. Il s'agit de Clément Coulet. Clément, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien. Hormis que les boulangeries étaient fermées ce matin, donc j'ai commencé ma journée avec un échec. Ah. Voilà. Et comment tu te remets d'un échec. C'est le thème du Melting Pot. Un pied devant l'autre, puis on continue d'avancer. Très bien. En deuxième invité, nous avons une personne que je ne connais absolument pas, à part qu'elle a fait les écoles des mines de Nancy. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Valentin Patillon, comment tu vas ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu plus ? Clément, on le connaît déjà. Puis, si vous ne connaissez pas, allez voir son épisode Découvre un pote. Ah, tu veux tout savoir de moi Non, quelques phrases qui te définissent. Alors moi, c'est Valentin, j'habite à Lyon. J'ai toujours vécu quasiment dans le Rhône, dans les monts du Lyonnais. J'ai fait mon collège, le lycée là-bas, et j'ai fait la prépa là-bas à Lyon, là où j'ai connu Simon. Ok. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur à Nancy, et maintenant, je suis retourné à Lyon. Ouais. Enfin, je suis à Lyon et je travaille à Saint-Étienne. Ah. Donc, je fais du télétravail, des fois des trajets. Et voilà, en tant qu'ingénieur. Et j'aime beaucoup l'écologie. J'écoute pas mal de choses là-dessus. Ça m'intéresse. Et écoute, on en T'auras plein de choses à dire alors. Yes, exactement. C'est un peu pour ça qu'on a invité aussi. Travaille dans quoi en ingé ? Les énergies renouvelables, globalement. C'est le bon thème. Oh là là, est-ce que Simon, tu l'aurais invité pour ça ? Non, je travaille chez Total. Ça aurait pu être pas mal aussi. C'est vrai. À ma gauche, mon poulet, à ma droite, un tapio. Fight. Pour commencer, je sors mes notes. On va peut-être faire un petit peu... alors, ça fait très exercice de philosophie. Définir les termes du sujet, entre guillemets. Non, c'est juste pour bien savoir de quoi on parle, parce que nos auditeurs nous écoutent et ne savent pas forcément ce que c'est l'écologie. Ils sont réveillés, ils sont coupés du monde. Ils ont 5 ans, peut-être. Ils vivent dans une grotte. C'est juste définir un peu les termes, tu vois, la différence entre environnement, écologie, transition écologique, climat, greenwashing, tout ça, etc. Donc, c'est juste pour vous, qu'est-ce que c'est un peu la différence, tu vois, par exemple, entre environnement et écologie ? Parce qu'on a un ministre de l'environnement, si je dis pas de conneries. Tu peut-être une connerie, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est de la transition ça change souvent de nom. Ou énergétique. Okay. Avant, c'était le MTES, donc transition écologique et solidaire. Ils ont oublié le S il y a quelques temps. C'est plus que MTE, et je crois que c'est que écologie maintenant. Ok. Mais on n'avait pas un toujours transition. Il y a toujours le mot transition. Ouais, transition. Si, environnement, c'était sous Sarkozy, quoi. Ouais, mais du coup, genre, et peut-être c'est quoi la différence entre l'environnement et... Enfin, pourquoi il y en a un, on a dit ministre de l'environnement, puis après, on est passé en écologie, tu vois ? Tu peux dire, je sais pas. C'est une question. Après, Non, mais je crois que c'est parce que historiquement, la compétence publique du ministère de l'Environnement, c'est le ministère des Infrastructures. Donc, beaucoup sur l'impact des infrastructures sur notre environnement. Donc, ce qu'il y a autour de nous. Et progressivement, c'est imposé le problème public de l'écologie. Donc, avec des enjeux beaucoup plus larges que juste l'environnement, notamment le climat, la biodiversité, tout ça. Donc, on a changé de nom progressivement. Comme on parle plus de développement durable, mais de transition écologique. Oui. Très bien. C'est une belle définition du sujet. Valentin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le greenwashing ? Le greenwashing ? Moi, je connais très bien. C'est mon métier. Non, le greenwashing, c'est le fait qu'il y ait certaines entreprises, personnes qui essayent de verdir leur image, réduire leur... qui veulent montrer qu'ils réduisent leur empreinte carbone, mais qu'ils ne le font pas vraiment. Ok. Donc, c'est vraiment genre campagne marketing mensongère, quoi.
Ça peut l'être, ouais. Ou alors, Exagération peut-être, parce que des fois ils peuvent en faire un peu, mais Oui. la com va plus loin que ce qu'ils font vraiment, quoi. Ou alors, des fois, c'est l'ignorance. Ils font Oui, aussi, ouais. Ils font Ils pensent faire des mesures qui vont dans le bon sens, alors que non, ça ne sert à rien. Ça va dans le mauvais sens. Alors que ça n'a aucun impact concret, donc voilà, c'est ça. Parce qu'après, je pense en différence, il y a aussi maintenant, on parle pas mal d'écologie parce qu'il y a le réchauffement. Mais avant, l'écologie, c'était plus pollution de l'air, pollution des sols, biodiversité. Enfin, ça existait depuis bien plus longtemps avant de se rendre compte que la planète se réchauffait, quoi. Enfin, c'est deux trucs un peu différents, quoi. Tu peux faire un truc qui est neutre en carbone et avoir tu pourrais raser des arbres de façon avec des bûches, enfin avec des bûches. Les arbres avec des bûcherons, quoi, avec des haches et tout. Ça n'a pas d'impact sur l'environnement, mais ça dégrade l'environnement quand même. Ouais, parce que l'écologie, c'est pas que le réchauffement climatique. Il y a plein d'aspects différents sur les impacts sur la nature. Donc, je pense que le réchauffement. Il n'y a pas que cette discussion-là à avoir, quoi. Je pense qu'on a parlé aussi de réchauffement climatique dernièrement, parce que c'est l'impact visuel. C'est le premier impact qui touche les gens, je pense. De conséquences de tout ce qui est l'écologie, tu vois. Genre, on a eu des étés hyper chauds, oui, ça c'est logique, des hivers hyper chauds récemment. Du coup, j'ai l'impression que c'est l'une des premières conséquences visuelles que le grand public a, à mon avis. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oh, je pense que tu demandes à la Chine qui sont tous avec des masques et tout, parce qu'ils ont une pollution de l'air de fou. Je sais pas, ils ont peut-être vu ça avant que. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que le réchauffement, ça touche vraiment tout le monde, quoi. Genre, même ceux qui sont dans des villes pas polluées, machin, tu vois. Mais surtout, ça impacte tout. Ça impacte et la biodiversité, et la pollution de l'air, et la pollution de l'eau, et. Voilà. Enfin, en fait, c'est plus la cause que l'impact, en fait. La cause qui ? Le réchauffement climatique, c'est ça qui va faire que l'environnement va se dégrader. C'est pas c'est pas que le fait qu'il fera plus chaud, quoi. Il n'y a pas que ça comme problème. Oui. Après, je crois que ça dépend un peu de qui on parle. Par exemple, si tu parles à un citadin, lui, ce qu'il va surtout voir, c'est la pollution de l'air, globalement. Si tu parles à quelqu'un qui vit peut-être sur le littoral, il dit pour moi, l'écologie, c'est par exemple la pollution de l'eau, la perte de la biodiversité, et puis la montée des eaux aussi. Donc ça dépend vraiment des régions du monde où tu habites. Il y a différentes sensibilités en fonction de la région. Ouais. Petite question maintenant un peu plus personnelle. On va commencer avec Clément. Est-ce que tu te sens écologiste ? Écologiste Oui. Très bien, question suivante. Non, mais tu peux peut-être nous raconter un peu ton rapport par rapport à l'écologie. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que je veux pas dire qu'il faut devenir écologiste, mais peut-être que tu as eu cette prise de conscience de dire ok, là c'est un peu la merde, faut faire des trucs, quoi. Ouais. Si vous écoutez le premier DUP, je raconte que mon parcours militant c'est d'abord construit sur les questions sociales et que l'écologie est arrivée après. De mémoire, je raconte ça. Je sais pas si vous l'avez coupé au montage ou pas. On l'a tout coupé. En tout cas, je l'avais dit. Je sais pas si c'est resté. Non, je crois qu'il y est toujours. Oui. Et du coup, non, mais voilà. Enfin, l'écologie, ça arrive dans un second temps. Et c'est arrivé. Alors, je pense que déjà, j'étais un peu inquiet quand j'étais plus petit, qu'il y avait des documentaires. Genre, je crois que c'était Yann Arthus Bertrand qui m'aimait beaucoup, ou peut-être Nicolas Hulot, enfin, je sais pas, un documentaire comme ça dans le genre, où à chaque fois, grosso modo, le truc, c'est regardez comment c'est beau la nature, et après, t'as une phrase en mode dans 10 ans, ça y aura plus. C'est joli, hein. Hop. Bon, enfin, c'était un peu ça tout le long du documentaire, et à la fin, tu finis complètement déprimé. Je me rappelle qu'il y a un truc sur la pêche, t'avais, regardez comment c'est beau les poissons, on va mettre les caméras sous l'eau et tout, et voilà. Et à ce rythme de surpêche, dans 15 ans, les stocks auront diminué de 50%, 60% de plus, et vont disparaître, tout ça. Donc ça, je me rappelle, ça m'avait un peu fait chier, quoi. Ouais, ça m'a un peu choqué quand j'étais petit. Et sinon, ça arrivait plus dans un second temps parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'y échapper. Médiatiquement, on en parle quand même constamment. Au-delà des impacts, tu disais par exemple avec le réchauffement climatique, on le sent parce que les étés sont plus chauds, etc. Moi, c'est même pas tant ça. C'est vraiment plus le discours global et avec des fois des chiffres un peu chocs, des infos un peu chocs. Pas tant sur le réchauffement pur, mais plus sur moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est sur les chiffres, sur tout ce qui est biodiversité qui s'éteint.
les populations d'oiseaux, d'insectes qui sont complètement laminées, et que ça, c'est sur un pas de temps vraiment très court, et c'est chez nous. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus marquant que, je sais pas, plus 2 degrés, plus 4 degrés, où on se représente beaucoup moins. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est plus progressivement sur les questions sociales, voir comment on arrime des questions écologiques naturellement. Et c'est aussi une façon commode de tacler le modèle capitaliste, que j'aime bien tacler. Montrer T'as juste utilisé l'écologie pour... Non, c'est justement, ça renforce la critique du modèle capitaliste et du modèle productiviste qui ne peuvent pas être écolo. Et voilà, et du coup, c'est un peu dans la continuité. Ouais, quoi. c'est ça. Je pense. Et aussi, une dernière chose, par chauvinisme, un petit peu. C'est-à-dire que je considère que la France est un magnifique pays et que ce serait quand même con de le saloper. Enfin, globalement, la Terre est une belle planète. Mais la France encore plus. Non, mais la France, c'est un joli pays sur une très belle planète. Non, mais un joli pays dans le sens où on a un peu genre... Oui, on a plein d'environnements différents. C'est ça. On a gros comme pays quand même. Bon, pas aussi gros que d'autres pays. Mais... Exactement, on a plein, tout de plaines, de montagnes, de littoral. En Outre-mer, on a plus de la jungle. On a des récifs, on a plein de choses, on a un peu plein de choses différentes, ce qui nous donne une grande responsabilité pour le protéger. Et du coup, voilà aussi en mode comment la France pourrait être un pays un peu à l'avant-garde, tout ça. Et il l'est. C'est pas le pire, mais il pourrait faire bien mieux. Valentin, toi, peut-être, comment est-ce que tu t'es rendu compte, parce que du coup, tu as un parcours même dans tes études et l'école, des trucs un peu plus liés à l'énergie. Du coup, je suppose que ça date de peut-être plus jeune. Pas forcément. Un peu comme Clément, les tout premiers souvenirs que je dois avoir d'un éveil écologique, c'est peut-être avec des documentaires. Bon, je me souviens plus bien des noms des titres, mais ça me parle un peu des documentaires qu'on voit la biodiversité, la pollution. Ça doit remonter du lycée, mais j'étais déjà un peu alarmé au début. Je veux dire au lycée en terminale. Et c'est un peu en fin terminale, début prépa que je me suis beaucoup plus penché dessus. Par exemple, je me souviens par exemple de certaines chaînes YouTube comme sur Absol Vidéo par exemple, qui avait fait une vidéo sur la consommation de la viande par exemple, et donc les abattoirs, le nombre de... C'est assez choquant comme vidéo parce qu'on voit le nombre de bétail qu'on tue par année, etc. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir sur la consommation de la viande, par exemple. Après, il y a plein d'autres thèmes liés à l'écologie où ça m'a fait réfléchir. Et du coup, c'est en prépa plutôt que je me suis dit, en fait, je ne me vois pas travailler dans autre chose qui n'est pas lié à l'écologie. Et voilà, donc je voulais faire mon cursus et vu que j'aime bien la physique, je me suis dit, c'est tout tracé, j'ai travaillé. Énergie, let's go. Énergie renouvelable, donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon parcours dans mon école d'ingénieur. Ok. Après, voilà, c'est comme ça que ça s'est initié. Ouais. Et après, aujourd'hui, actuellement, est-ce que je me sens écologiste ? Pas à 100%, enfin même timidement, je dirais. Ouais, tu t'intéresses à ces sujets-là, mais tu n'es peut-être pas proactif à 100%. C'est tout à fait ça. Parce qu'il y a les paroles et les actes. Donc en termes de paroles, quand on m'écoute, on dit c'est un gros écolo gauchiste, mais je veux dire, quand tu regardes les actes, c'est pas tout à fait ça. Ça carbure au diesel, ça prend l'avion. Non, prend pas beaucoup l'avion. Ok. Et tu te sens des fois un peu en contradiction entre les paroles et les actes que tu fais Oui, totalement. Notamment sur l'usage de la voiture. Autant, par exemple, je travaillais à Saint-Étienne. Avant, j'habitais à Saint-Étienne, donc je prenais le bus. J'ai même réfléchi à venir en vélo au boulot, mais ça s'est jamais fait. Ah, c'est trop loin. Ouais, surtout Saint-Étienne, c'est vraiment aux côtes, donc c'est difficile. Petit vélo électrique. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant que je vis à Lyon, je fais du télétravail partiel avec Saint-Étienne. Je prends la voiture pour aller à Saint-Étienne des fois dans la semaine. Donc c'est pas mal en contradiction avec l'idée qu'il faut prendre moins les transports non en commun. Ouais, voilà, la voiture individuelle, quoi. Puis après, il y a d'autres sujets. Tu
pourrais faire du covoit ou se dire que si tu as une fois je vais en train, une fois je vais en voiture. Après, je sais pas à quel point c'est galère. Hein. Je parle comme ça, mais ça va faire un effort, Valentin. Franchement, je pourrais faire des efforts. Après, le plus facile serait de retourner à Saint-Etienne et de trouver un boulot à Lyon. Hein, mais voilà. Pas les deux, par contre. Parce que si tu fais les deux, ça résout rien. Oui, c'est juste c'est juste l'inverse. Voilà. Ok. Toi, Simon, peut-être un avis là-dessus? Enfin, pas sur Valentin, par contre. C'est vraiment une grosse merde. Sur le sentier écologiste, j'aurais fait une définition beaucoup plus... large. Non, moins engageante, quoi. Pour plus facilement dire oui. Mais j'aurais juste dit, comme je considère que j'ai dans ma tête des critères écologistes lorsque je fais un choix de faire quelque chose, je prends en compte en fait, les impacts que ça a. Donc je trouve que c'est déjà... Enfin, si c'est ça, être écologiste, je dirais oui. Parce que du coup, je vais pas faire quand je vais partir en vacances, quand je vais m'acheter quelque chose, j'aurai toujours dans ma tête ce critère-là qui va orienter mon choix. Alors, c'est pas le seul, donc il ne va pas forcément avoir que ça. Mais ça influence ma vie. Quoi. À chaque fois que tu fais une décision, tu as le truc, est-ce que c'est écologiste ou non? Enfin, écologique, pardon. Bon, bah, à chaque fois. Hein, parce que sinon, t'exploses. Mais, oui, non, mais tu peux l'avoir en tête, tu vas dire, bon, ok, là, c'est pas fou, mais en même temps, ça pourrait être pire. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des décisions que tu as vraiment fait niette parce que, justement, tu avais le truc écologique Bah, je pense l'avion... c'est le premier. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit pas possible de le faire autrement et que le voyage me dise vraiment beaucoup pour que je reprenne l'avion, je pense. Tout qui soit à l'extrême dans les autres pour que tu dises je prends l'avion, quoi. Ouais, après, c'est un truc. Si tu veux aller en Amérique ou pour changer de continent, je sais pas si c'est faisable en plus encore maintenant. Mais voilà, il pourrait avoir ça, quoi. Après, j'ai jamais été dans la grande surconsommation et tout, donc bon. Très bien, ok. Et toi, Tanguy? Non, moi je suis animateur, je ne parle pas. Non, je crois que je l'ai un peu sur les déplacements, mais c'est vrai que j'ai pas cette un peu comme Simon, j'ai le truc surtout sur les déplacements où je vais avoir, est-ce que à chaque fois je vais essayer de faire en train ou c'est le plus gros impact. Oui, c'est les déplacements. Oui, bah du coup moi c'est essentiellement sur le transport où si je peux aller à l'autre bout de la France, je vais majoritairement essayer d'y aller en train, des fois même en bus. J'ai déjà fait un Grenoble-Quimper en bus, c'était assez éprouvant. 15 heures, t'es bien, mais faut aimer dormir dans un bus. Ouais, le bus c'est long en plus. Ouais. Bon, ça ne me dérange pas, mais... Est-ce que vous habitez tous globalement pas loin de votre boulot? Ouais, moi j'habite à Grenoble et je bosse à 5 km 5 parce que j'ai une prime écologique, de prime de déplacement écologique. Et du coup, si je fais, je crois que c'est 2000 km soit en bus, soit en vélo, soit en covoit, enfin tout ce qui n'est pas voiture en gros, où tu es seul, j'ai une prime écologique. De ton taf? Sympa. Ouais, c'est mon taf. Je sais pas si vous êtes peut-être plus sur Paris, Clément et Simon. Donc c'est peut-être plus compliqué le vélo. Moi, je prends le métro. Ouais, le métro aussi. C'est comme pareil, je pense 90% des gens. Ouais, pas mal de vélo. Paris. Ouais. Est-ce qu'il y a des embouteillages à vélo à Paris? Moi, je sais rien, je prends pas le vélo, mais en tout cas, j'ai beaucoup de moi de collègues qui font les trajets en vélo, mais pas mal surtout avec le vélo électrique en fait. Du coup, tu peux faire des grandes distances. Tu peux avoir un sac, peu importe si ça monte ou pas. Tu peux avoir un sac aussi quand t'es en vélo. Hein. Non, mais encore plus quoi. Sans arriver en sueur au taf, quoi. Ouais, moi c'est vrai que je travaille du coup en client chez EDF. Du coup, j'ai des beaux locaux et notamment qui sont bien fournis. Et du coup, il y a les douches, etc. Où je peux arriver au taf et me changer et sans problème. C'est ça que je sais pas si vous travaillez où il y a des douches ou des vestiaires. Non. Là, vous travaillez, du coup, forcément, ça te donne moins envie d'aller de mettre de l'effort pour aller en vélo. Puis encore, la différence, je pense, entre certaines grandes villes, c'est par exemple à Saint-Etienne, il n'y a vraiment pas beaucoup d'infrastructures pour faire du vélo. Oui. Par exemple, si je veux aller si je voulais faire le trajet Saint-Etienne jusqu'à mon boulot, il faut soit faire des détours assez longs, soit passer sur une deux voies où ça roule à 90, moyen envie, quoi. Donc ça dépend vraiment des villes. On n'est pas tous, en fonction des villes, on n'est pas tous égaux.
J'avoue que Grenoble, ça se met bien là-dessus. Voilà. Je pense que tu peux faire toute la ville à vélo. Puis il y a aussi un peu de géographie des fois, parce que Saint-Étienne, c'est dans un trou. Oui, donc Si tu veux en sortir, il faut que tu montes à chaque fois, et donc ça décourage un peu les personnes qui sont enclins, quoi. Alors que tu prends Grenoble, ça va. Oui, Grenoble, ça va. Ouais. C'est... Par exemple, j'ai vécu un petit peu à Tours. Tours, c'est vraiment excellent pour le vélo, quoi. Tu as plein de choses à faire en vélo, tu as des pistes le long de la Loire. Ça donne beaucoup envie. Là-bas, tu as vraiment envie de faire du vélo parce que tu sens l'avantage, alors qu'à Saint-Étienne, pas trop. Prochaine question, Simon, tiens, pour commencer. Qu'est-ce qui te saoule dans l'écologie? Pas grand-chose. Moi, je sais pas, c'est vraiment beaucoup de trucs qui me saoulent. Est-ce que genre des personnes qui viennent te dire ah, si tu fais ça, tu pollues est-ce que ça peut t'énerver ou des choses comme ça? Oui, bah j'aime pas trop forcément moi, je suis assez bisounours, hein, donc je suis pas trop dans les culpabilisations et les critiques d'autres gens. Donc, bah oui, je trouve pas ça très malin de faire ça. Je trouve que ça dessert plus la cause qu'autre chose. Et puis chacun fait les efforts là où il peut le faire aussi, où est-ce qu'il... Ah, parce que du coup, tu peux te dire si tu fais pas culpabiliser, les gens ils vont pas trop changer, tu vois. Oui. Non, mais après, mais je sais pas si. Enfin, oui aussi, mais je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas là. Enfin, c'est pas Tu marches pas là, c'est pas ton levier, quoi. Non, et puis c'est pas mon. Enfin, je suis pas comme ça, quoi. Je suis pas du genre à culpabiliser, donc et j'aime pas quand les gens se font culpabiliser sur des trucs. Donc, c'est pas. Il faut mieux faire donner envie aux gens de changer de côté. Moi, c'est plus d'habitude que de. Voilà. Que de faire culpabiliser en disant c'est de la merde. Faut faire plus levier déjà. Si t'arrives à avoir des leviers positifs sur un changement d'action, c'est déjà plus. C'est pas évident, hein, mais c'est plus attrayant. Et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui qui sont aussi qui font leur choix en fonction de ce qu'il y a, quoi. Donc comme les infrastructures ou c'est pas forcément facile de tout faire autrement. Donc là-dessus, j'ai pas trop ça. Clément, peut-être, est-ce que tu as un coup de gueule à faire passer? C'est ton moment, c'est ta chronique. Non, un peu comme Simon, en fait, ce qui me saoule, c'est certains écolos, une écologie très moralisatrice, que je trouve assez contre-productif, parce que voilà, après on va avoir des débats sur oh, c'est contradictoire, tu prônes ça, tu fais ci, machin. Puis surtout, moi je suis quand même partisan que la transformation, elle se fait dans des cadres de régulation, elle se fait par une intervention d'institutions diverses et variées, mais en tout cas, que c'est collectif et que c'est pas juste chacun qui va faire sa petite part, chacun qui va aller au travail en vélo. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien de dire prends le vélo, mais si dans ta ville, il n'y a pas eu la mairie qui a dit go, on fait des infrastructures adaptées, si l'État n'a pas dit tiens, je soutiens la mairie, je donne des moyens pour qu'ils fassent des infrastructures adaptées, ça sert à rien. Sur l'alimentation, c'est pareil, on va pas dire tiens, faut que tout le monde bouffe bio. Oui, s'il n'y a pas la production parce qu'on ne soutient pas un modèle agricole qui soit bio, s'il n'y a pas les gens qui ont suffisamment de moyens pour faire ça parce que tout leur thune parle dans leur loyer, s'il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies pour que les gens puissent prendre un choix plutôt qu'un autre, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut plutôt construire à donner le choix aux gens plutôt que les culpabiliser. Et donner le choix aux gens, ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus collectif. Donc toute l'écologie un peu moralisatrice de fais pas ci, fais pas ça. Bon, moi je trouve que c'est pas forcément le moteur du changement. Imposer des trucs comme tu dis. Ce que tu dis, c'est que du coup, les impacts écologiques viennent des institutions, de décisions prises par les institutions, plus que chacun fait son petit truc. Du coup, tu pourrais aussi obliger des gens à prendre le vélo, par exemple. Ouais, une institution peut l'obliger, ou interdire des trucs, ou rendre possible d'autres. Tu vois, sur l'avion, par exemple, moi, j'essaie de plus le prendre. Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris l'avion. La dernière fois que c'était quand je suis rentré de mon année à l'étranger là, pour mes études. Mais je suis pas outré quand des gens prennent l'avion parce qu'en fait, oui, ils ont le droit de prendre l'avion actuellement. Il n'y a pas de quota qui limite ton utilisation d'avion ou autre. Donc ils ont raison, en fait. Enfin, ils ont raison. Ils ont raison. Prenez l'avion. Voilà. Non, mais j'ai pas à leur dire faites pas ci, faites ça ou quoi. Voilà. Par contre, pour moi, l'État serait totalement dans son droit et légitime à dire du coup, on a un quota de 10 000 km d'avion. Enfin, c'est complètement au hasard le chiffre. Mais vous avez 10 000 km d'avion tous les 20 ans. Je sais pas, utilisez-le comme vous voulez à partir de ça, mais au moins, c'est limité. Là, ce serait légitime pour moi. Il sera en droit de le faire parce que du coup, il imposerait une limite.
Après, voilà, il faut que ce soit imposé démocratiquement, tout ça. Oui, parce que c'est un peu on vous prive de vos libertés d'aller aux États-Unis, tu vois, ou comme ça, tu vois, par exemple. Enfin, ça pourrait être comme une atteinte à la liberté de voyage. C'est ça. Mais du coup, il y a que le collectif qui peut se permettre de faire des privations de liberté, certaines façons de liberté, parce que de toute façon, quand même pas beaucoup de gens qui sont libres de prendre l'avion régulièrement. Donc, c'est-à-dire, voilà. Ça coûte super cher. Ok, c'est un argument. Super cher, je sais pas, mais. Alors, l'avion est pas forcément super cher. Enfin, ça dépend où tu vas, mais c'est typiquement, par exemple, on dit l'avion, ça a vachement démocratisé Paris-New York. Paris-New York, non, mais le Paris-Londres, je sais pas si un avion est très cher. Cancun. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Donc, ça dépend des trajets. Mais après, derrière l'avion, typiquement Paris-Londres, après, tu arrives à Londres, c'est super cher. Oui. Donc, les gens pauvres ne font pas Paris-Londres. Non, mais. Tu veux dire quelque chose, Valentin ? Ouais, je voulais juste rebondir à ce que tu disais sur la moralisation de l'écologie. Parce que je trouve qu'on ne peut pas non plus attendre de l'État qu'il régule tout et qu'il prenne les décisions à notre choix. Je veux dire, des fois, il y a des simples décisions, par exemple la consommation de la nourriture. L'État ne vient pas trop intervenir dessus, tu manges ce que tu veux. Pareil pour ta destination de vacances, etc. Donc à un moment donné, il faut... comment dire ? C'est sûr que l'État vient t'aider pour accélérer, par exemple, le transport intervient beaucoup, parce que les transports en commun, c'est surtout grâce à eux, ou les villes. Mais il y a d'autres choix, il faut, faut se remettre en question, il faut parler aux personnes pour leur en parler. Par exemple, si, je veux dire, mes parents, si je leur en parle de la nourriture, il faut manger moins de viande, etc., il y a personne d'autre qui viendrait leur en parler, quoi. Donc, tu vois, je trouve que l'État, le gouvernement, le public intervient sur certains aspects pour mettre les moyens. Après, il y en a d'autres, il faut concrètement se remettre en question. Sur la nourriture, par exemple, c'est vraiment le sujet de mon travail. Typiquement, c'est permettre un accès à l'alimentation à tout le monde. Et nous, on a un réseau de développement agricole qui est nature durable et tout. Qu'on pourrait se dire pourquoi on ne promeut pas un accès à l'alimentation durable aux gens. Bon, on le promeut quand même, mais on parle de plus en plus d'accès à l'alimentation choisie. En gros, que les gens puissent choisir leur alimentation, mais qu'ils choisissent réellement et en connaissance de cause. Et ça, en fait, vraiment, l'accès à la nourriture, c'est pas un truc... on ne choisit pas sa nourriture tout seul, individuellement, parce que c'est conditionné à plein de choses. C'est conditionné à ce qu'il y a dans ton magasin, aux magasins qui sont proches de toi, ce que le magasin met en rayon. Ça va être conditionné au prix, en fonction de ta thune. Les prix, ça va être construit en fonction des marges, etc. Ce que tu vas désirer, ça va être construit par la publicité. Il y a des milliards qui sont dépensés là-dedans. Alors qu'en face, sur l'éducation et l'alimentation, il n'y a quasiment rien. Enfin, le PNNS, là, 5 fruits et légumes par jour, c'est pas vraiment satisfaisant, quoi. Donc, c'est pas du tout un choix individuel, ce qu'on mange. Et c'est en ça que c'est collectif. Tu peux pas dire aux gens... mais je sais pas si on est fortement désaccord. Mais... Oui, je vois ce que tu vas dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, par exemple, sur la publicité, sur la viande, sur l'imaginaire que tu as dessus, il y a des choses à changer... en global dans la société. Après, il faut... si on attend que la société... change d'elle-même... change d'elle-même, ça va être long, quoi. Et puis, la société n'est que la somme des individus qui la composent. C'est beau ce que tu dis, Simon. Non, mais il faut que les gens... Enfin, c'est qu'au moment où la majorité des gens auront changé d'avis sur le bio, par exemple, que le truc deviendra bio pour tout... Enfin, où il y aura une... Je suis pas d'accord, mais... je sais pas. Moi, c'est pareil. Pour moi, tu peux pas imposer. Enfin, quand tu le vois sur les trucs je sais pas, quand t'imposes un truc qui est pas accepté, t'as un trop gros refus de la part des gens, quoi. Enfin, je pense que naturellement, il faut que les gens aient un peu envie de le faire aussi, quoi. Oui, de toute façon, ça marche à un va-et-vient constant. Je suis pas d'accord sur le fait que la société, c'est la somme de toutes les personnes qui la composent. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de société. Enfin, c'est Thatcher, il disait ça en gros. Non, mais je dis pas que les gens s'influencent pas. Je dis juste que voilà, des dynamiques collectives et des institutions. Oui, bien sûr. Au sein de la société. Mais je dis juste que c'est, la société n'est pas ce que la loi est. Tu vois, c'est pas parce que la loi dit qu'il faut faire ça que ça va changer l'état d'esprit des gens et qu'ils vont l'accepter. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et par contre, c'est de la même manière. C'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui vont dire un truc que ça va se faire. Enfin, typiquement, t'as la majorité des gens qui vont dire il faudrait qu'il y ait plus de bio, par exemple. Non, mais elle sera plus facilement acceptée s'il y a un truc qui est fait pour qu'il y ait plus de bio. Pour que la majorité. Enfin, c'est ce que je pense que. Avec le Covid, les avions ils ont été fermés pendant 1 an et tout machin. Il y a personne à broncher, tout le monde avait compris qu'il fallait le faire pour le Covid et tout. Tu le fais maintenant, je pense que les gens vont se rebeller. Enfin, pas rebeller, tu vois, mais je veux dire, ils vont pas accepter le fait qu'il y ait une interdiction. Ah oui, non, mais après. Parce qu'ils ont pas assez intégré le fait que fallait. Enfin. Faut pas prendre l'avion. Voilà.
Ah oui, mais après, je ne parle pas forcément d'interdiction autoritaire ou autre, hein, mais oui. c'était plus par rapport au débat de est-ce qu'on peut être moralisateur sur quelqu'un qui n'a pas le comportement parfait, alors qu'en fait, il y a tout un cadre légal qui l'autorise, il y a toute une construction de la société qui est orientée vers ça. Enfin, là, sur l'avion, au métro à Paris, constamment, tu vois des pubs pour tiens, aller aux Maldives pour machin, aller machin, là, ça. En fait, non. Enfin, forcément que les gens ont envie de prendre l'avion après, quand tu passes tous les jours devant la pub pour prendre l'avion, forcément, après, tu as envie de le prendre. Mais bon, après, effectivement, il y a une éthique personnelle de consommation qui peut être. Qui doit être favorisée, qui doit être encouragée. Mais il ne faut pas du tout s'appuyer là-dessus, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Puis c'est quand même très. Enfin, on a de la chance quand on peut se poser la question de son éthique de sa consommation. Déjà, c'est qu'on c'est vrai. peut choisir sa consommation, c'est déjà quand même qu'on a beaucoup de chance. Mais voilà, mais plutôt construire le fait que tout le monde puisse choisir sa consommation, ce serait déjà bien. Et après, c'est de faire en sorte. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, je suis d'accord. Je trouve que quelque chose qui est propre à l'écologie, qui est un peu chiant, c'est quand tu veux être écolo, c'est quand même dur. C'est pas facile dans le sens tu as plein de choses à modifier dans ton quotidien. Par exemple, je prends mon exemple, quand j'étais à Saint-Étienne, je voulais aller acheter en vrac, par exemple. Juste ça, il n'y a pas beaucoup de magasins qui font 100% vrac. Il faut se déplacer loin, à pied ou en transport en commun, donc c'est pas facile. Pareil, si tu veux faire du vélo, tout simplement. Le magasin, il est en haut de la pente, en fait. Tu dois mériter ton vrac. En fait, il y a vraiment beaucoup d'étapes qui sont un peu difficiles à passer. Après, tu prends l'habitude, par exemple, d'acheter en vrac, tu prends l'habitude, il y a des choses à s'adapter, mais je peux comprendre que des fois, il y a des personnes qui ont... Le changement de mode de vie est compliqué, quoi. Ouais. Des fois, il y a des personnes qui ont juste la flemme de s'y mettre parce que c'est un peu du temps perdu, des fois. Tu passes juste plus de temps le week-end à te déplacer, tout simplement, des fois. Et pareil, si tu veux aller en vacances, si tu veux prendre le train, comparé à l'avion ou même la voiture, des fois, c'est 2 fois plus long. Donc, et plus cher. Et plus cher. Par exemple, je prends l'exemple, il y a des trains Lyon-Paris maintenant en TER qui prennent 5 heures. Je veux dire, c'est... Clément, on a fait l'office il y a quelques semaines. Régulièrement, je prends souvent. C'est moins cher, mais toi, c'est un peu le fait que si tu veux être écolo, il faut accepter d'être plus lent, prendre plus de temps à faire des choses. Alors, tu peux l'accepter, par exemple, il y a des gens qui sont contents de prendre plus de temps pour voyager juste en train, mais je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais ça, c'est un vrai sujet sur l'importance de ralentir, et le consentement à ralentir. Et typiquement, ce Lyon-Paris en TER, moi, je l'aime beaucoup. Ça pique complètement fou. Enfin, je prends énormément le train. Beaucoup de TGV. Ouais. Lyon-Paris en TGV, je ne sais pas combien de fois j'ai dû le faire, mais c'est énorme. Et des fois, je prends ce TER. Bon, la raison principale, c'est parce que ça coûte moins cher. Hein. On va pas se mentir. Mais des fois, quand j'ai rien le dimanche de prévu, tu passes 5 heures un dimanche dans le TER. C'est pas le même chemin que le TGV. Le chemin du TGV, je le connais par cœur. Ça commence à être un peu inhumain, je trouve, parce qu'en fait, c'est un peu comme l'avion où tu téléportes d'un endroit à un autre. Le TGV, ça va tellement vite que tu vois à peine le décor. En plus, c'est un décor que je connais par cœur. Mais c'est très rapide. Alors que le TER, tu prends vraiment ton temps. Là, celui-là, il s'arrête peut-être dans 15 gares différentes, d'endroits paumés à Tonnerre, à Alésia, dans toute la Bourgogne et tout. Et c'est un autre chemin. Et tu prends vraiment le temps. Tu changes. Moi, en plus, je fais terminus. Donc, tu changes des fois de voisin. C'est dans ces trains longs où des fois, tu te mets à parler avec tes voisins, ce qui n'existe jamais dans le TGV Paris-Lyon. C'est très, très rare de parler avec ses voisins parce que c'est trop rapide, finalement, le trajet. C'est que des cadres qui sont là pour bosser ou autre, machin. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression de perdre mon temps quand je prends ce TER. Genre, je prends le temps de dormir, je prends le temps de lire, je peux travailler si je veux. En fait, t'as 5 heures où t'es en mode genre, t'es limité dans tes actions et du coup, tu profites plus des trucs t'es moins speed, quoi. C'est ça. Cette volonté d'aller toujours plus vite. Moi, c'est plus récent, là, une prise de conscience là-dessus, des fois ralentir. En fait, à partir de quand on va accepter vraiment ça fait très complètement perché de dire ça, je crois, des fois. Mais, faut ralentir dans sa vie, en fait. Mais des fois, quel coût? Parce que, il y a le coût d'investissement pour économiser des euros, pour économiser du carbone ou autre. Ok, ils font des investissements. Mais des fois, c'est juste genre pour gagner 30 minutes de transport sur un truc. Enfin, de renouer un peu avec les distances. Voilà, ce que j'aime bien dans ce TER, c'est que tu as l'impression vraiment de traverser le pays. Tu as l'impression de vraiment voir le territoire, ce que ça veut dire, le territoire et tout. Le TGV, tu te téléportes un peu, quoi. Moi, Non, mais je trouve que l'aspect du temps et du temps libre
pour essayer de faire une sorte de transition pour avoir plus de temps pour faire, par exemple, jardiner soi-même, produire sa propre nourriture. C'est important parce que ça permet à la fois d'encourager les gens à se recentrer sur leur quotidien, sur changer leur habitude. Et puis en même temps, ça a un effet sur l'économie. Je veux dire, si les gens, par exemple, si on passe une semaine de 4 jours, c'est un peu lié. Peut-être que ça va ralentir un peu l'économie, donc ça pourrait faire du bien à l'émission de CO2, hein, parce que c'est très lié. Et je veux dire, c'est un peu lié le fait de devoir ralentir pour être plus écolo. Je trouve que voilà. Ouais, si on mettait les traders aux 4 jours ou aux 3 jours semaine, ça serait pas mal. Hein. Bon, on va passer à un petit... alors, c'est pas vraiment un petit jeu, mais une petite section un peu rigolote, un peu plus rigolote, qui s'appelle écologique ou éco-pas-logique. Et ouais, ça bosse ici, hein, attention. Je vais demander mes droits d'auteur à la SACEM, là, parce que ça m'a pris au moins 20 secondes à trouver ce titre. En gros, j'ai une petite dizaine de phrases, de situations. Il faut juste, vous allez discuter pour dire si, est-ce que pour vous c'est écologique, ou alors c'est un peu du greenwashing, ou alors ça sert un peu à rien, ou alors c'est pas du tout écologique, comme ça. Par exemple, le premier, c'est utiliser un moteur de recherche. J'ai mis qui plante des arbres type Lilo ou DuckDuckGo. Ah, on cite des marques comme ça. On a le droit de citer des marques. Ouais, on n'est pas. Et Ecosia pour en faire une troisième. Ecosia, oui. Je les connais pas trop. Je les utilise pas tellement. Pour vous, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça a vraiment un impact, ou peut-être vous n'avez pas d'avis, vous avez le droit de dire vous n'avez pas d'avis ou vous savez pas. Hein, je pense que oui. Ouais, parce que c'est toujours de l'argent qui est redirigé vers la plantation d'arbres, donc c'est bien. C'est mieux que d'utiliser un moteur de recherche qui ne plante pas d'arbres. Voilà, tout simplement, donc c'est toujours mieux. Est-ce qu'on sait genre l'impact que ça a, ou genre est-ce qu'ils font, genre je sais pas si déjà est-ce que vous c'est du greenwashing Non. Ah oui, mais je sais pas combien. L'impact, c'est pas l'impact, c'est quoi ? Je pourrais pas dire. L'impact, c'est-à-dire. Bah genre est-ce que tu sais, genre est-ce que je sais pas, ils font de la com sur les actions qu'ils font, tu vois. Oui, je crois, mais après je les regarde pas trop, mais je crois que c'est un truc, tu plantes un arbre après tant de recherche, quoi. Non, c'est en fonction du nombre de fois où tu vas dessus. C'est en fonction du nombre de recherches. Voilà. Et bon, après je sais pas si c'est beaucoup en volume, mais bon, je pense que comme Valentin, quoi, c'est pas mal. Enfin, ça peut pas, enfin, tu vois, c'est pas un mauvais truc, tu vois. Après, est-ce que c'est une grande action, je sais pas. Je sais pas si t'as un avis là-dessus, c'est Clément. Non, moi j'utilise pas ces trucs. Ces trucs. C'est trucs de merde, la recherche. Non, du coup j'ai pas trop d'avis. Après, voilà, ils plantent des arbres pour voir là je leur fais pas de procès parce que je sais pas tout comment ça se passe dernièrement. Mais on voit souvent ces débats sur la compensation de si vous prenez l'avion avec nous, on va vous planter 5 arbres à la place pour compenser votre trajet, des choses comme ça. Assez souvent, c'est quand même très mal fait. Enfin, on va planter des champs d'arbres en Amérique du Sud. C'est pas du tout refaire une forêt que de faire ça. Oui. Donc ça compense pas du tout. C'est que l'action de planter un arbre en soi, ça peut être bien comme pas bien. Enfin, ça dépend comment il est planté, dans quelles conditions, dans quel cadre. Et après, plus largement sur le numérique, je pense qu'on a plus d'enjeux à sortir de dépendance de technologies qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas du tout françaises que réfléchir comment planter des arbres en faisant des recherches sur Google, quoi. Après, globalement, sur Google, du coup. Non. Globalement, quand il y a une entreprise qui veut compenser quelque chose en plantant des arbres, c'est que c'est pas bien. Ouais. C'est du greenwashing dans 90% des cas, quoi. Après, juste pour le coup, pour les moteurs de recherche, je veux dire, c'est toujours mieux d'utiliser ces moteurs de recherche que d'autres qui font. Tu peux dire des marques. Tu peux comme Lemon Chain. Non, mais c'est globalement mieux, je pense. Prendre l'avion, mais pour participer à la COP29, qui aura lieu en Azerbaïdjan, je crois, cette année. Et du coup, c'était plus un peu, est-ce que les COP, pour vous, sont utiles et servent vraiment ? On a l'impression que chaque année, il y a des COP, enfin, il y a une COP. Et du coup, est-ce que pour vous, les COP, à quel point c'est... Enfin,
c'est un impact, c'est utile. Parce que j'ai l'impression que quand il y avait eu la COP 21 à Paris, on en avait beaucoup parlé, et j'ai l'impression que pour moi, il y a peu d'impact visible en tout cas, et qu'à chaque fois, on en ressort que, c'est mon avis, attention, hein, que c'est un peu la merde, et qu'il y a des décisions qui sont prises, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu décevant en termes d'application. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi ou pas du tout. Ça va jamais assez loin, c'est vrai, mais je pense que, par exemple, sur la dernière COP, c'était surtout centré sur les pays qui affrontent directement le changement climatique ou la montée des eaux. Ouais. Et je pense que ça les a beaucoup aidés pour avoir des aides. Oui, okay. C'était le truc du débat, que les pays développés, ceux qui polluent le plus, compensent, essayent d'aider les pays qui en subiraient les conséquences, quoi. Ça va pas changer l'économie globale du monde, mais ça peut aider quand même certains pays. Puis par exemple sur la COP 21, quand on initie un mouvement pour faire la transition énergétique de chaque pays, il y a un objectif qui est un peu plus long terme et moins concret que. Ouais, voilà. Mais au moins ça a donné les bases. Mais il est un peu plus concret, justement, je pense. Je crois que les histoires de trajectoire et tout, c'est toujours les trajectoires de Paris alignées sur machin. Ça vient de ce qui avait été discuté là. Après, je sais pas si ça suffit, mais au moins ça fait c'est déjà bien de se rendre compte que les gens discutent là-dessus. Du coup, les COP sont pas forcément, du coup, sont thématisés. Je pense, oui. Et je dirais que le point négatif des COP, c'est que c'est pas contraignant, si je dis pas de bêtises. Non, de toute façon, il y a très peu de trucs contraignants à l'échelle internationale. Voilà. C'est-à-dire que ça. Les pays peuvent signer des engagements qui ne tiendront pas. Il y aura pas de. Ok, d'accord. Il y aura juste, ils seront moins bien vus, mais il n'y a aucune. Oui, il n'y a aucune obligation. Aucune amende, quoi. Ok. C'est sur la COP 21, mais en soi, une COP peut déboucher d'un traité qui soit contraignant. Il n'y a pas de. C'est juste qu'on n'y arrive pas parce que la diplomatie elle a pas assez force là-dessus. C'est trop dur, oui. Alors sur les accords de libre-échange, on arrive à être du coup plus contraignant. Sur des accords de l'OMC, etc., on peut être plus contraignant. Et pour ta question, est-ce qu'il faut prendre l'avion pour aller à la COP ? Ça dépend quel point on a, mais globalement, oui. Par contre, est-ce qu'il faut prendre l'avion pour aller au sommet de l'OMC ? Non. C'est tout le set du jeu que je voulais faire, voilà. Après, c'est peut-être possible de faire la COP chez soi sur Teams, je sais pas. Petit apéro Zoom, là. Il n'y a pas un Teams qui plante des arbres ? Si, c'est encore mieux. Toutes les heures de réunion, un arbre. Supprimer et se désabonner de ces spams. Est-ce que c'est écologique ou est-ce que ça sert un peu à rien, selon vous ? Là, j'ai une petite réponse personnelle. Moi, je fais référence au podcast de Jérémy, là, qui nous avait dit que lui, il avait étudié le truc, il a dit que ça avait un peu tout petit impact. Eh ben, écoute, dans le dupe de combien c'est le premier de la saison. Ouais. Mais bon, du coup, tu as. Mais après, je sais pas, j'en sais rien. Je vais pas vérifier. J'ai vérifié et en fait, déjà, la proportion de mails, c'est souvent. Alors, je sais pas si dans votre taf, ils font des campagnes en mode supprimez vos mails. Moi, ça m'arrive une fois par an, je crois. Ils disent prenez le temps, aujourd'hui, c'est la journée où vous supprimez vos mails depuis. Moi, c'est en supprimé automatiquement. Ah, bon, ça, c'est simple. C'est pas le temps. Au bout d'un an, je suis supprimé. Au bout d'un an ? Ah ouais. Et c'est un an. Sauf si toi décides de le sauvegarder. Ok. Bon, pour sauvegarder un mail. Non, mais tu fais un répertoire où tu dis que ceux-là, faut pas les supprimer, quoi. Très bien. Il n'y a pas ça dans mon taf. En gros, la proportion de mails, un mail normal, on va dire, par rapport au spam, c'est 1 pour 6, je crois. Ah ouais. Comme ça. Et en fait, du coup, supprimer tes mails, en fait, ça a un tout petit impact, parce que déjà, les mails de base, c'est, je crois, 1 ou 2% du flux Internet. 80%, c'est du flux vidéo. Surtout maintenant avec YouTube, Twitch, etc. Ouais. Donc, en fait, déjà, de base, c'est 1%. En plus, tu as 80% de ces 1% qui où c'est des spams. Donc, à la rigueur, se désabonner de ces spams, c'est peut-être le plus. Mais supprimer ces mails, en fait, qu'ils soient dans ta boîte mail ou pas, ça change quasiment rien. En fait. Et tout Internet, je crois que c'est 4% des émissions mondiales. Internet. 4% des émissions mondiales. Oui, c'est beaucoup, en vrai. Oui. Mais du coup, si tu refais l'échelle. Ça fait 1% de. Oui. Ça fait 20% de 1% de 4%. Quoi. Donc, en fait, et comme en fait, les serveurs sur lesquels sont stockés
tes mails tournent de toute façon en H24. Enfin, genre, le fait de supprimer tes mails va pas faire que le serveur va moins consommer ou tout comme ça. Il sera peut-être un chouïa moins lourd, mais un mail, c'est quelques octets ou kilooctets de données. Enfin, c'est vraiment que dalle, quoi. Donc, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand-chose. Écologique ou écopalogique, faire un enfant, mais qui deviendra la prochaine Greta Thunberg française et qui réglera toute l'écologie mondiale et qui, entre autres, fera baisser le chauffage de mon immeuble qui est à 26 degrés car les vieux de ma copro sont vieux et veulent avoir chaud. Moi, je suis pas du tout dans le discours de faut pas faire d'enfants parce que c'est des petits pollueurs en devenir. Moi, je suis dire faut faire des enfants. Enfin, je considère pas du tout que l'impact écologique pour avoir un enfant, quoi. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas moins humaniste comme pensée que de considérer que faire un enfant c'est négatif parce qu'il va être mené à polluer. Déjà, je trouve que ça fait perdre du sens au combat écolo qui, en fait, à mon sens, de pouvoir penser à une société où on puisse vivre en quelque sorte en harmonie avec les capacités physiques de la planète, avec l'environnement, avec les autres espèces et tout ça. Et que considérer que vivre en harmonie, c'est qu'en fait, on ne vive plus. Bon, à quoi bon sauver la planète, en fait, c'est pour qu'il n'y ait plus d'humains. Ouais. Ça fait perdre un peu le sens, je trouve. Surtout que ça humaniste. Surtout que ça remettra même sans nous. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'intérêt, même s'il n'y a plus d'humains, t'arrêtes, tu la pollues à fond, puis après, elle se régénérera automatiquement. Et... Clairement, le combat écologique, c'est pas tant comment sauver la planète, c'est plutôt comment sauver notre espèce. Mais donc, ouais, pour moi, il faut faire des enfants, il faut réarmer démographiquement pour reprendre ces termes affreux. Non, il faut pas faire des enfants, en fait. Enfin, faire des enfants si on veut avoir des enfants, et puis voilà. Et il faut donner des capacités aux gens d'avoir des enfants s'ils le souhaitent. Et c'est tout, quoi. Et que ce soit Greta Thunberg ou pas, ta fille, je l'aimerais quand même. Ah, tu n'aimes pas Greta Thunberg? Ah, c'est pas tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle devient? Ouais, c'est qu'on comprendra. C'est pas ce que j'ai dit, ok. Moi, je pense que le problème, c'est pas vraiment d'avoir un enfant, c'est surtout le comportement de l'enfant puis de l'humain qui sera derrière. Parce que si tous les êtres humains de la planète voulaient avoir le même comportement que les Américains, par exemple, ça serait terrible. C'est quoi, c'est 3 planètes et demie si ouais, voilà. 11, je crois. Mais non, c'est plus, mais nous, c'est 5 déjà. Donc, ok. C'est complètement l'approximation. Donc, il y a toujours, je pense qu'il y a un monde où tout le monde peut, enfin, vraiment un monde utopique où on peut bien vivre sur notre planète, être aussi nombreux qu'on est actuellement et bien le respecter. Mais bon, c'est vrai que c'est très utopique, mais je veux dire, c'est pas. La racine du problème, ce n'est pas l'humain en lui-même, c'est ce qu'il fait avec. Ce qu'il fait de sa planète, quoi. Voilà, c'est ça. Comment il exploite les ressources, à quel point, etc. Donc, il n'y a pas de. Surtout, je veux dire, si on utilise cet argument sur les pays peu développés, c'est vraiment. C'est pas pertinent du tout. Parce qu'un enfant américain consommera plus qu'un enfant, même d'Inde, quoi, par exemple. Qui est un pays qui pollue beaucoup, mais c'est en nombre, oui, en volume plus qu'en nombre par habitant, quoi. Voilà. Allez, dernière petite phrase. Remplacer sa voiture diesel par une voiture électrique. Est-ce que c'est écologique ou écopalogique? Ah, il y a des grands débats d'analyse de cycle de vie, là. Ouais, c'est un peu le... Voilà, c'est pour amener ce sujet. Je bosse un peu mes chroniques, quand même, Clément. Ah oui, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le cycle de vie d'un produit? Je pense qu'autour de la table, il y aura des gens plus calés, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est le coût carbone de la voiture sur sa production, mais aussi toute son utilisation jusqu'à sa destruction, ou enfin sa réutilisation d'une autre façon. Donc c'est ça, en gros, c'est pas juste regarder le coût de la production ou le coût de l'utilisation, mais c'est un peu intégrer tout ça. Donc c'est assez intéressant comme analyse du poids écolo, enfin l'empreinte écologique, pas que carbone d'ailleurs, d'un outil, d'un objet. Après, pour ta question, je sais pas, enfin l'enjeu, oui, un enjeu potentiellement. Après, sur le diesel, il n'y avait pas des enjeux aussi de pollution de l'air et pas que. C'est ça. C'est principalement ça. Alors que quand c'est électrique, ça pollue quand même moins l'air, c'est quand même pas mal pour les gens. L'impact, c'est du coup sur une voiture électrique qui est plus sur la production et peut-être aussi la destruction, ça je sais pas trop, que l'utilisation, alors que diesel, c'est l'inverse. Alors, ça dépend comment est fait ton électricité aussi. Parce que si tu es en Allemagne et que c'est fait avec du charbon, je sais pas si c'est bien mieux. Mais après, je crois que si l'écologie, elle est pas trop dégueu, l'électricité est pas pas trop dégueu écologiquement,
Moi, j'avais lu que c'était au bout de 4 ans, tu avais rentabilisé l'impact écologique de ta voiture électrique, en comprenant aussi qu'est-ce que ça serait récupéré à la fin et tout, et que à partir de 4 ans, c'était rentable. Même en France, je pense que même dans quasiment tous les pays du monde où il y a du charbon dans l'électricité, c'est mieux d'avoir une voiture électrique. En plus, oui. Mais je veux dire, c'est sûr et certain que c'est prouvé que passer à la voiture électrique tout de suite, dans n'importe quel pays, c'est mieux en termes de tonnes carbone équivalent. C'est-à-dire pas que l'émission de carbone, mais aussi les ressources que ça demande, etc. Mais il y a un autre aspect qui est un peu, on n'y pense pas tout le temps, mais c'est d'où viennent ces voitures. Et en fait, c'est par rapport à la souveraineté. Par exemple, si tu veux changer de voiture actuellement et passer à l'électrique, il y a 9 chances sur 10 que tu achètes du chinois. Oui. Une voiture qui vient de Chine. Et c'est-à-dire alors que les voitures thermiques, elles sont produites en France actuellement. Enfin, la plupart des voitures qu'on achète, c'est national, quoi. C'est un peu chauvinisme. Donc, soit tu décides d'aller très vite dans la transition énergétique, et dans ce cas, tu es dépendant d'autres pays du monde. Et c'est ce qui se passe avec les énergies renouvelables, avec les voitures aussi. Soit tu décides de faire durer un petit peu plus ton économie des voitures, Renault, tout ça, qui font la transition, mais pas assez vite. Et dans ce cas, je veux dire, il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi un peu la diplomatie. Tu seras moins dépendant si tu attends un peu. Elles sont produites en France ou produites par des boîtes françaises? Comment? Les thermiques? Je crois que c'est produit en France, même si c'est pas forcément des boîtes françaises. Il y a en France ou en Europe, pas mal en France quand même. Il y a certaines usines à Besançon, je prends. Oui, il reste une industrie automobile en France. Oui, voilà. Mais... Ouais, c'est sûr qu'actuellement, l'industrie thermique en Europe, plus globalement, est beaucoup plus présente que l'industrie électrique. Oui. Quoi. Donc, c'est un peu la même chose dans les énergies renouvelables. Donc, je veux dire, on a l'envie d'aller très vite, c'est bien pour baisser les émissions de CO2, mais on dépend énormément d'autres pays comme surtout la Chine, les États-Unis aussi. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on n'a pas anticipé, et surtout il faut aller plus vite en France pour réindustrialiser, quoi. Voilà. Très bien. Bon, c'est la fin de cette petite chronique. C'était pas vraiment un jeu, mais voilà, qui était plus pour faire parler de certains sujets liés à l'écologie, de façon rigolote. Est-ce que vous avez envie, en recommandation entre guillemets, mais une œuvre d'art, alors ça peut être dans le sens très général, ça peut être un livre, un podcast, un jeu vidéo, une émission de radio, voilà, liée à l'écologie évidemment, dont vous avez envie de faire découvrir ou parler. La radio, c'est de l'art? Bah, je rigole. C'est de la culture, quoi. C'est voilà, bon. Une œuvre culturelle, quoi. Ouais, c'est ça, une œuvre culturelle plus qu'une œuvre d'art. J'avais pas le bon terme. Ça me fait penser sur ma construction écolo, en gros, là, qu'on disait tout à l'heure. Il y a un élément que j'ai oublié. J'ai eu encore maintenant, mais c'est plus. J'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui est les œuvres liées à l'effondrement. Je peux tout collapso. Par contre, j'aime beaucoup les œuvres de fiction où tu vois la société qui se casse la gueule complètement. Il y en a beaucoup en plus dernièrement, il y en a de plus en plus. Et du coup, ça me fait penser, voilà, genre par exemple, il y a un style de la science-fiction, j'aime bien la science-fiction, qui s'appelle la Cli-Fi, c'est la fiction climatique. Okay. Et en gros, c'est la science-fiction appliquée au réchauffement climatique et 95% des œuvres là-dedans où en fait ça montre la fin du monde en gros. Parce que les gens sont quand même, les écrivains sont un peu pessimistes, j'ai l'impression, sur ça. Et du coup, voilà, dès qu'ils traitent du réchauffement climatique, ils traitent très souvent, en science-fiction, d'une fin du monde en quelque sorte, ou du moins d'une fin d'un monde et tout, le bordel. Et du coup, j'aime bien les livres de Jean-Marc Ligny là-dessus, qui est un auteur français, et notamment il a écrit Exode, où on voit l'Europe, ça se passe dans plusieurs pays européens, notamment en France, mais aussi en Norvège, en Espagne, en Italie et tout. Peut-être en 2200, quelque chose comme ça, où l'Europe est complètement faillie, où il y a eu un réchauffement climatique de taré, où tu as quelques minorités de riches qui continuent de vivre sous des dômes et tout le reste autour avec un climat tempéré dans le dôme,
préservé de l'extérieur, et tout le reste de la société où c'est complètement ravagé, c'est vraiment la merde. Et ça, du coup, moi j'ai lu pas mal de trucs comme ça. C'est pareil, la musique, que tu connais très bien, Plus rien, les Cowboys Fringants, qui exprime un petit peu ça. Tout à fait. Et toutes ces œuvres-là, un peu très déclinistes, ça me plaît beaucoup. Et il y en a pas mal. Le pendant de ça, c'est aussi un peu les zombies. Il y a beaucoup de films, d'œuvres sur les zombies où tu as une fin du monde liée aux zombies, où il y a des épidémies. Ce que j'aime bien aussi, mais que je trouve un peu moins intéressant. Enfin, ça a un intérêt, mais. Souvent, les œuvres où il y a des zombies, c'est plus pour. C'est le cadre et tu t'intéresses aux relations humaines, justement, dans un truc de période en crise, etc. Tu vois. C'est moins lié, j'ai l'impression. Enfin, il y a plus souvent où les œuvres de zombies sont un peu le contexte, mais tu t'intéresses plus aux personnages, tu vois, aux relations, comme ça. C'est ça. Et moins forcément à l'impact qu'a eu l'écologie ou sur la situation, quoi. Ouais. Mais il y a plusieurs façons d'imaginer la fin du monde dans les œuvres un peu comme ça de SF, ou pas que SF, mais il y en a de plus en plus liées aux questions climatiques, que je trouve vraiment chouette et que je conseille aux gens. Même si, voilà. Et c'était je sais plus quel gars qui disait on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Pour dénoncer ça, en gros, que les auteurs, ils n'arrivent pas à imaginer juste un monde non capitaliste différent, et du coup, ils préfèrent imaginer, ils sont bloqués peut-être dans l'imaginaire. Du coup, ils imaginent plus une société qui est complètement en train de se déchirer, détruite, et il y a assez peu d'œuvres positives qui voient l'avenir. Moi, j'ai une musique aussi que j'aime bien, qui est un peu dans le même truc, qui est un peu qui fait penser, enfin, qui projette un peu le monde catastrophe, quoi. L'avenir, c'est la musique Respire de Mickey 3D. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Et d'ailleurs, c'est pareil. Et moi, c'est un des premiers. Je pense que c'est un des premiers souvenirs que j'ai, un peu de prise de conscience écologique, là, comme tu parlais de toi, ton documentaire et tout. Enfin, je sais pas, moi, je me rappelle bien de mon père qui me montrait le clip et tout. Enfin, il y a un peu. Ce clip, il est un peu il y a un petit décalage avec ce que tu vois à l'écran et ce qui est dans le texte. Et donc, ça m'a pas mal marqué. Mais j'aime bien Il y a aussi Trio aussi qui font beaucoup de. Ça, c'est pour la bœuf, c'est pas pareil. Mais je trouve que l'art, ça a une importance dans l'écologie, dans le sens où ça donne envie de se projeter. Ça donne une vision dans laquelle tu as envie de te projeter. Ouais, ou l'inverse. Ça donne une vision dans laquelle tu n'as pas envie de te projeter. Aussi. Ah, l'exode de Jean-Marc Ligny, parfait. Je me projette vraiment là-dedans. Mais c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu bête, mais quand tu es enfant et que tu découvres plein d'œuvres différentes, d'art, de culture, tu as envie ça forge un peu ton imaginaire. Ton imaginaire. Par exemple, il y a des gens qui veulent faire astronaute ou travailler dans le spatial parce qu'ils ont vu plein d'œuvres dessus quand ils étaient petits, et ça, c'est important. Ça forge des gens, quoi. Et je trouve que c'est un peu, toi aussi un peu le cas, quand on est petit, on a vu des œuvres qui parlaient d'écologie, de destruction de la nature, etc. Et grâce à ça, on a eu une sensibilité. Donc, je trouve que pour cette raison, l'art, et surtout c'est construire merde, j'ai oublié le terme, mais c'est pour donner envie, donner une vision aux personnes de à quoi pourrait ressembler un monde, et c'est pour les pousser à changer. Un imaginaire positif. Ouais, voilà, c'est ça. Un avenir idéal. Un avenir un peu idéal, quoi. Voilà, souvent ça parle d'utopie, mais ça peut être des œuvres très concrètes. Oui, non, c'était pas. Puis ça peut être genre des dystopies aussi, et dire ok, j'ai pas envie d'aller là-dedans, quoi. Aussi. Oui, mais ça donne moins. Enfin, je pense que faire des dystopies, ça donne moins envie. Enfin, que t'aies une aversion à la perte ou pas, quoi. Enfin, c'est qu'est-ce qui ça motive moins, quoi. Ouais. Voilà, t'es plus motivé par quelque chose de concret, que tu vois facilement réalisable. Ouais, moi je pense que je marche plus du coup à l'envers. Genre, tu me montres un truc dystopique, je suis en mode j'ai pas envie du tout d'aller là-dedans, tu vois. Je vois. Du coup, je préfère être dans un truc un peu mieux. Après, si tu montes aussi concrètement ce que peut être un monde où tu as fait des actions écologiques, machin, oui, ça va me donner, mais je pense que je suis plus en mode j'ai pas envie d'être dans la merde, plus que j'ai envie d'être dans le bien, tu vois. Après, ça c'est personnel. Hein. Ouais, je vois. Et du coup, pour parler d'une œuvre, je crois que la première œuvre qui m'a vraiment fait réfléchir sur l'impact des humains, c'est Pom Poko du studio Ghibli. Je sais pas si vous connaissez. Pom Poko. Non, pas du tout. Non, Ghibli, ouais, mais pas. En fait, ça parle d'un groupe de tanuki. C'est des animaux qui ressemblent à des ratons laveurs ou des renards,
qui parlent. Ils sont intelligents, ils parlent dans le film, et en fait, ils vivent pas loin de Tokyo. Et dans le film, en fait, ils voient leur habitat se faire détruire pour étendre la ville de Tokyo, quoi. Et ils se battent pour empêcher ça. Et du coup, tu vois un peu l'envers du décor de l'expansion urbaine vis-à-vis des animaux. Et puis, je veux dire, à la fin, c'est un peu triste la fin, mais en fait, ils perdent leur habitat puisque Tokyo ne cesse de s'étendre, et ils doivent s'adapter après à la vie urbaine. Mais toi, quand tu vois ça quand t'es petite, je veux dire, ça te marque un peu, et ça te fait un peu changer d'avis sur l'expansion urbaine. Voilà. Donc, c'est une des premières œuvres qui m'a fait réfléchir. Et puis en plus, les studios Ghibli sont un peu spécialisés dans les messages un peu la nature par rapport aux Disney qui ont des messages très précis sur des situations. Ghibli a toujours été un peu en mode voilà, la nature au centre un peu des messages que l'auteur veut réaliser, parce que bon, on a toujours tendance à dire Ghibli égale Miyazaki, mais là je pense que du coup c'est pas... Non, c'est pas Miyazaki, mais c'est le même studio. Après oui, il y a plein de films Miyazaki sur la nature, c'est vrai. Mais du coup c'est un peu un thème qui est redondant, quoi. Merci pour ces petites recos. Moi j'ai pas trop de recos. T'avais la chanson Plus Rien et Cowboy Fringant, peut-être qui était peut-être l'une des œuvres où qui dit ah oui, c'est vrai que ça peut être vraiment la merde. Il y a la chanson 8 secondes aussi qui est pas mal un peu dans ce thème. Ouais, mais je trouve que Plus Rien m'avait plus choqué. Oui, elle est plus type effondrement. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le chanteur est mort il y a pas longtemps ? Oui, j'étais en pleurs. C'est très triste. On devait aller voir le concert cet été. Ah oui. Et malheureusement, c'est plus possible. Mais du coup, moi j'ai pas mal de BD, du coup, genre là, bon, reco un peu bateau, mais il y avait la BD Le Monde Sans Fin. Ah bah oui. Qui était, je crois que l'une des BD les plus vendues en 2021. 22. Peut-être. Je crois que c'est 2022. Mais... Ouais, je crois que c'est 2022. Grande BD jaune, voilà, si vous avez le... Elle doit être dans toutes les librairies. Elle est super grosse en plus, non ? Oui, j'aime bien moi les grosses BD. Du coup, petit speech de la BD. Et je l'ai pas fini, mais en gros, c'est une BD qui a été notamment produite entre guillemets par Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur. On ne le présente plus. Ouais, voilà, vous connaissez. Non, mais une personne très influente dans le milieu de l'écologie. Et en fait, qui raconte justement pas mal de... comment dire ? Je sais pas si vous l'avez lu ou de... de faits sur la société actuelle. Ouais, c'est ça. En fait, qui décrit un peu les mécanismes un peu liés à l'écologie sur, par exemple, voilà, la création d'un produit, le transport, la nourriture, toutes les strates un peu... tout ce qui a un peu un impact sur l'écologie dans notre société, quoi. Et la BD est assez chouette. Vous pouvez la lire même si vous ne connaissez pas du tout en écologie. Est-ce que ça parle d'écologie ou plus de production, d'utilisation d'énergie fossile dans notre société ? Il y a les énergies aussi là-dedans. En fait, j'ai commencé à la lire du coup, en 2022-2023. J'ai une pile de 20 BD, de 20 trucs à lire sur ma table de nuit. Et je la feuillette de temps en temps, mais j'ai trop de trucs à lire à chaque fois. Et du coup, je ne l'ai pas encore fini, mais je sais que je la finirai. Je lis tout ce que j'achète en termes de BD. Mais du coup, je l'ai pas encore fini. C'est pour ça que que ça remonte à assez un peu longtemps. Mais je trouve qu'il est assez intéressant dans les trucs pour comprendre un peu le monde, comment il fonctionne. Parce que lui, il tire toujours... Enfin, il va jamais dire il faudrait faire tel truc, tel impact. Il va toujours tirer la belote jusqu'à pouvoir tous les impacts que ça implique. Genre, s'il dit... je sais qu'il s'amuse pas trop à dire c'est pas bien ce que l'extraction... Oui, c'est ça, c'est juste, il fait un étape. Genre les extractions de pétrole que fait Total, il va pas être ultra critique dessus parce qu'il sait très bien que c'est grâce à ça qu'on a tous les transports de camions, toutes les marchandises qu'on reçoit, toute la nourriture qu'on reçoit. Je sais qu'il donne souvent comme exemple, si t'as plus de pétrole, Paris, il y a une famine à Paris parce que tu peux rien amener et qu'il y a beaucoup trop de gens par rapport à ce qui est cultivé autour. Oui. Enfin, voilà, et je trouve ça assez intéressant toujours de voir quand
quand on envisage un changement de quelque chose, de toujours voir tous les impacts que ça impliquerait. Et si je dis pas de conneries, en plus, je crois que dans la BD, tu parles avec un gars qui, justement, s'y connaît pas trop, il veut s'intéresser, et du coup, tu as vraiment le côté de, tu es cette personne dans la BD, donc en fait, même si toi, tu connais quasiment rien à tous les trucs de la société de production, machin, en fait, la BD est très accessible, quoi. C'est pas un truc pour que ceux qui s'y connaissent déjà, pour experts, quoi. Mais il est toujours très pédagogue quand il parle. Enfin, j'ai jamais le souvenir de trucs où j'ai l'impression que tu peux toujours arriver en ne connaissant rien et comprendre son raisonnement, quoi, le petit chemin logique qu'il a fait. Mais est-ce que elle est pas un peu pessimiste, la BD? Elle fait juste l'état du, elle donne juste l'état du monde, c'est ou Jean Covici, donc ça va être très pessimiste. Là, le début, ça va. Le début, il est plus dans la description. Mais parce que je te dis, j'ai pas lu toute la BD. Elle est grande, elle est longue. J'ai pas fini, donc je peux pas te dire. Toi, tu t'écoutes de temps en temps Jean Covici? Oui. Et parce que moi, je sais que quand je l'écoute, j'ai envie de crever, quoi. Pas mal, ça. Je vais pas l'écouter, du coup. Non, mais enfin, c'est un peu. Il est pas. Oui, il est un peu pessimiste sur le. En fait, comme il repose sur les faits, il envisage rien qui est concrètement pas sûr qu'il va se projeter, quoi. Il va jamais faire une hypothèse sur on va découvrir tel truc, on va s'adapter à rien, tu vois. Donc c'est vraiment, on part de maintenant, on projette, on enlève tout ce qu'on sait faire, enfin, ou tout le pétrole on en a plus, machin. C'est la merde. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. C'est réaliste, quoi. De quoi? C'est réaliste. En tout cas, il fait pas d'hypothèse optimiste. Voilà. Donc, pour finir cette émission, est-ce que vous avez un élément optimiste, justement, donc on va pas faire notre Jean Covici, sur l'écologie à donner à nos auditeurs? Voilà, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé là récemment, enfin, dans les 10-15 dernières minutes, d'effondrement, de sociétés qui se collapsent, etc. On va essayer de finir ce podcast sur une note positive. Donc, est-ce que vous avez, je sais pas, ça peut être une stat, un truc un peu positif à parler à propos de l'écologie? Alors moi, je trouve que il y a un bienfait derrière l'écologie, c'est que, bon, à la fois, bien sûr, c'est pour préserver la nature et notre planète, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un gros bienfait pour les hommes en général. Parce que... Les hommes avec un grand H. Ouais, non, que les hommes. Les femmes, vous voyez aussi. Parce que actuellement, en gros, c'est la vision de l'écologie qu'on peut retrouver par exemple dans le Shift Project, qui donne en fait ils ont écrit un livre sur la planification écologique pour atteindre les objectifs de Paris. Donc qui est l'association de Jean Covici. Ouais. Ok. C'est un think tank, c'est pas une association. Oui. Mais bon, c'est pareil, je crois. C'est quoi? Ouais. Un think tank? Un think tank. C'est un laboratoire d'idées. Ouais, ça. Oh, j'aime bien le... Et en gros, ils essayent de décrire la direction laquelle il faut prendre pour essayer d'être neutre en émissions de carbone. Et en fait, ils essayent de décrire comment ressemblera la société dans ce cas-là. Et je veux dire, en fait, pour moi, c'est une société qui donne envie. Qui donne envie d'y vivre, parce qu'à la fois, c'est des emplois qui sont créés dans des métiers qui ont plus de sens, à mon avis, qui sont un peu moins... un peu plus manuels, en général, plus industrialisés, plus dans l'agriculture. Donc, c'est des métiers qui ont vraiment pas mal de sens, qui peuvent donner envie d'y travailler. Et surtout, c'est une société qui est un peu plus ralentie. Et ce qui, à mon avis, fera du bien à beaucoup de personnes actuellement, de ralentir, de se poser, et puis surtout de faire autre chose que de travailler, trouver du sens à sa vie, ou juste s'occuper de sa santé, de ses proches, etc. Donc, je trouve qu'il y a des visions... On peut dire que des fois, c'est un peu des visions de décroissance, parce que ça veut dire une économie de marché qui ralentirait. Mais ça peut donner envie, et c'est mon cas pour moi. Donc, après, c'est un peu utopique aussi, je le conçois bien. Mais si on essaie de s'y diriger, je pense que ça peut être que bien. Très bien. Voilà. Clément, Simon, Non, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ce qui est positif, c'est que, en gros, c'est une matrice quand même, les questions écolo qui regroupe tout.
Et actuellement, par exemple, je trouve qu'il y a quand même une ambiance assez pessimiste au niveau de la société. On n'a plus de cohésion, ou du moins on a peu de cohésion sociale. On n'a pas forcément de grands récits collectifs qui peut nous tirer, qui peut nous refaire faire vraiment société. Et à mon sens, pour moi, cette question de reconstruction écologique, c'est ce récit qui peut permettre de remettre un peu de la cohésion dans la société, qui peut permettre de faire nation vers quelque chose de plus désirable. Et ce que tu disais, moi, je rejoins complètement. Et voilà, en gros, comment tu arrimes la question du travail, la question de l'écologie ensemble. À mon sens, c'est vraiment... Déjà, intellectuellement, c'est passionnant, mais même d'un point de vue très concret, c'est quelle société d'engagement écologique, quelle société tu crées autour de ça, et quel chemin tu prends pour y aller. Et moi, je pense que c'est assez réjouissant là-dessus. C'est qu'on n'est pas... Il y avait un gars à l'époque, à la fin du RSS, il a dit c'est la fin de l'histoire. En gros, il n'y a plus d'histoire parce qu'il n'y a plus une grande idéologie qui est l'idéologie libérale, capitaliste, qui va s'imposer sur toute la planète. Et du coup, il n'y aura plus d'histoire parce qu'il n'y aura plus de grands récits qui vont s'affronter, qui vont mobiliser les foules, qui vont mobiliser les sociétés, les nations. Moi, je pense qu'avec l'écologie, il y en a un qui peut ramener un peu de l'histoire, quoi. Voilà. C'est bien beau. C'est vrai que c'était passionnant la guerre froide. Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est quand même sympa qu'on peut se battre entre deux fronts. Je sais pas. Genre en Ukraine maintenant. Bah ouais, c'est quand même mieux. Tu vois, on retrouve enfin des. Tu vois, on a un petit feuilleton télévisé, un fil rouge, tu vois. L'histoire s'est réveillée. Non, mais l'histoire avec un grand H. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout. Je pense qu'on va partir dans le même truc parce que j'avoue que j'aime pas trop mal le monde dans lequel on est. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je vois plus ce qu'on va perdre. Donc, je vois, il y a plein de trucs, des petits trucs plus ou moins importants, tu vois, mais juste rien que le fait de. Le ski? Je pensais, c'est vrai. C'était un truc que je pensais, tu vois. Moi, j'adore le ski. C'est un truc qui potentiellement, soit va disparaître, soit va être très rare ou accessible que pour certaines personnes. T'es à fond maintenant, quoi. En soi, oui. Donc, il y a ça, tu peux avoir plein de trucs. Je sais pas, moi, quand je repense à mon enfance, il y a plein de trucs. Le fait d'avoir. Je kiffais bien Noël, j'avais plein de cadeaux, trucs comme ça. C'est tous des trucs qui peuvent être amenés à disparaître. Tous les jeux en plastique. T'as plein de trucs qui peuvent. T'avais la neige à Noël, tu vois, alors que là maintenant. Voilà, je suis pas un globe-trotteur et tout, mais je sais que par ceux qui aiment bien voyager et tout, potentiellement le monde avec des avions où tu as vu ce que c'était l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et tout, c'est quelque chose qui va disparaître aussi, qui peut potentiellement disparaître, ou qu'il faudra qu'il disparaisse. Et donc je trouve qu'il y a plein de trucs comme ça qui, je suis pas le point final m'attrait pas énormément, mais en optimisme, moi j'ai un peu le truc de me dire, je sais que c'est une collègue qui m'a dit, qui a dit ça, qui disait souvent parce que du coup, moi, c'est un peu en lien aussi avec les enfants. Si tu projettes avoir des enfants, tu te dis, ils vont vivre dans un monde. Du coup, tu essaies d'imaginer un peu le monde, je sais pas, 2040, 2050. Et il y a une collègue qui me disait qu'on n'a jamais. L'enfant est toujours indépendant de la vision de ses parents. En fait, les parents projettent son enfant dans un monde, mais l'enfant, comme il ne connaît que son monde à lui. Il connaît pas ce qu'il y avait avant. Donc, moi, en optimisme, j'ai un peu le truc où je me dis, si jamais on change de monde, au final, c'est surtout nous qui avons connu l'ancien et qui vont connaître le nouveau, si ça nous plaît pas, qui vont en subir les conséquences. On va être déçus de plus avoir ça. Mais les nouvelles personnes qui naîtront dans le monde au moment où ils sont nés et ils seront contents dans lequel ils vivent, parce que naturellement, tu es toujours content dans le monde dans lequel tu as grandi, en fait. Donc j'ai un peu plus ce truc-là, genre pessimiste pour moi, c'est peut-être des trucs que j'avais appris à faire, que je pourrais plus faire, mais potentiellement les prochaines personnes s'en foutront, entre guillemets. C'est plus ça, c'est que le ski, il sera plus là, donc en fait, les gens ne pourront pas manquer ce truc parce qu'ils l'auront pas connu. Et puis dans les années 70-80, les gens ils prenaient pas l'avion pour aller en vacances, donc c'est pas un monde. Nos parents ou arrière-grands-parents, ils ont grandi là-dedans. C'est pas. C'est faisable. C'est pas très grave en soi. C'est plus nous qui. Je trouve qu'on a un peu la génération de transition qui n'est pas la plus agréable. Ce qui est sûr, c'est qu'on va certainement perdre du confort. Oui. Il faudra. Alors, on était un peu au climax du confort. Je pense. Non, mais honnêtement. Non, mais du coup, c'est quand t'es sur la pente ascendante, c'est sympa, quoi. Parce que du coup, t'as le confort qui arrive et nous, on est certains dans la pente descendante, quoi. Mais. Rien qu'on pourra moins se déplacer. Enfin, on pourra. Non, on pourra toujours, mais. Si ça prend plus de temps, plus cher ou plus... on se chauffera peut-être un peu moins l'hiver. On aura peut-être plus jeune. On aura moins de cadeaux, etc. Moins de biens matériels, mais comme tu dis, c'est une question
d'habitude et de référentiel. Ouais, voilà. Ouais, mais quand même, je pense qu'il y a des conforts qui vont changer. Enfin, si, dans un scénario positif, c'est par exemple pour l'agriculture plus durable, on va mieux manger, plutôt que manger de la merde. Peut-être qu'on ne mangera pas de fraises en hiver. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je pense que c'est pas forcément gênant, mais on mangera des trucs de meilleure qualité, qui ont plus de goût, des trucs qu'on a complètement disparu, enfin qu'on ne mange plus aujourd'hui parce qu'on les produit plus ou autre. Je pense qu'on va gagner du confort. Est-ce qu'on mange encore du café et du chocolat on pourra prendre la chicorée peut-être, et peut-être des bonnes chicorées. Enfin, vraiment, sur l'alimentation, on a plein de trucs qu'on cultive plus parce que ça rentrait pas dans les cases du marché, donc on le fait pas, et autres. Donc on va gagner, par exemple, en confort potentiellement. Si on part sur un scénario où on choisit l'agroécologie et tout ça. Sur les transports, on va aller moins loin, peut-être moins vite. Peut-être qu'aussi, on va peut-être passer moins de temps dans les transports aussi parce qu'on aura moins de migration pendulaire dans les embouteillages ou autres. Donc c'est questionnant. C'est plus global. Après, je sais pas vous, il y a un autre point un petit peu bizarre. Et je trouve que c'est un peu une chance d'être né à cette époque où il y a beaucoup de changements et de re-questionnements dans la société. Je veux dire, nos parents, quand ils étaient petits, ils vivaient dans un monde où on mettait beaucoup moins en question le système économique et tout allait bien, entre guillemets. Là, en fait, je trouve ça un peu excitant dans le sens où il faut repenser à tout, beaucoup réfléchir, débattre, etc. Et je trouve que c'est exaltant, quoi. Dans une société qui bouge, quoi. Enfin, Oui, voilà, qui bouge dans le bon sens. Qui est active. Et qui n'est pas, comment dire, neutre par rapport à... Parce que faut dire ce qu'il y a. Il y a quelques années, il y a 30, 40 ans, on ne se posait pas beaucoup de questions sur est-ce que ce que je fais a un impact sur la nature. Oui, c'est un sujet qui s'est révélé, voilà. Qui, à mon avis, qui était là depuis longtemps, mais qui n'était pas aussi impactant et décisif que maintenant, quoi. Bon, et c'est sur cette petite note que nous allons finir ce podcast. Est-ce que vous avez apprécié, Clément et Valentin, d'échanger sur le thème de l'écologie? Ouais. C'est quoi le poids carbone de tout ce matériel? Ça, c'est le pétrole. Alors, je peux te donner le poids. Ça, c'est 1,5 kg. Non. Ça vient de Chine, a priori. Je sais pas. C'est écrit Made in China? Non, mais je pense. Enfin, tous les trucs électroniques. C'est possible. Malheureusement, je ne sais pas. Et c'est quoi ton poids écologique d'être venu en voiture chez moi, Clément? Alors que tu n'habites qu'à 10 km, tu aurais pu venir en vélo. On a pris 3 voitures individuelles pour venir. On aurait pu faire ça sur Teams. Exactement. Ça aurait été moins fun. Ah, mais le poids de la visio aussi. Ah ouais, c'est vrai. Le poids du flux vidéo, attention. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Non, Valentin, parce que Clément, du coup, tu as maintenant une expérience dans le podcast, vu que c'était la deuxième émission. C'était sur quel thème le premier? Sur moi. Lui. Ah, ok. On a un autre format où on met l'invité un peu plus au centre du podcast. Et là, du coup, c'est notre deuxième format où on est plus sur un thème et on échange. Du coup, voilà, tu as. Non, mais c'était sympa, j'ai apprécié discuter. Après, je suis déçu que Simon, ce pro-capitaliste, n'est pas un peu. Pas libéraliste. Voilà. J'ai pas réagi. Je n'ai pas plus réagi. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. À plus pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Au revoir. Ciao, au revoir. Bye bye. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.